Alors tout d'abord, bonjour, bienvenue dans ce podcast. Donc à travers ce podcast, je vais vous présenter le thème des courses de chars dans la Rome antique. Je vais donc dérouler l'histoire sous différentes parties qui permettront de mieux comprendre les courses de chars dans l'Antiquité romaine. Et je vais commencer par une première partie qui est une partie de présentation du thème et également de contextualisation. Donc les courses de chars sont des événements aussi bien sportifs que religieux qui ont d'abord fait leur apparition dans l'Antiquité grecque, dès environ 620 avant Jésus-Christ à l'occasion des Jeux panhelléniques. Elles se propagent rapidement dans l'Empire romain sous le règne de Romulus, puis évidemment dans l'Empire byzantin, et deviennent particulièrement fréquentées par le peuple, mais également, et on le verra, par l'empereur dès le VIe siècle avant Jésus-Christ. Ici, nous nous intéresserons spécialement aux courses de chars dans l'Empire romain. C'est donc le thème du podcast. Nous verrons plusieurs aspects de ces courses. Tout d'abord, leur déroulement, les conducteurs et leurs équipements, les factions. Et enfin, comme je vous le disais, nous verrons que c'est un lieu qui attire les empereurs pour diverses raisons. Ce sera la dernière partie. Alors maintenant, nous arrivons dans la première partie de ce podcast sur le thème des courses de chars dans la Rome antique, qui est une première partie assez importante. Il s'agit du déroulement d'une course. Donc, ce sport à risque a lieu dans un édifice public, construit spécialement pour l'événement, que l'on appelle cirque. Donc, on peut voir à l'image l'exemple d'un cirque romain. Nous en verrons un en particulier un peu plus tard dans le podcast. Il est important donc de souligner qu'à Rome, la religion est très largement liée aux compétitions. C'est pour cela que les divinités comme Hélios, que l'on voit ici à l'image, ou Consus sont associées à des chars. Donc ici, la divinité Hélios, qui représente donc le dieu du soleil, porte en quelque sorte une sorte de protection sur les chars pendant les courses, et qui sont censés donc leur porter chance également. Ces jeux peuvent parfois être en l'honneur d'un mort et deviennent alors une sorte de rite funéraire pour honorer sa mort. Mais comme on l'a indiqué plus tôt, c'est aussi un événement religieux et voire même divertissant. C'est ce qui devient le motif le plus important pendant les courses de chars, c'est-à-dire le divertissement, puisqu'il regroupe donc un très grand nombre de personnes de toute classe sociale. Donc la photo que l'on a sous les yeux l'illustre très bien, puisqu'on voit donc sur la flèche orange tout ce qui pourrait représenter plutôt la haute société, les empereurs, parfois même les sénateurs, la magistrature, des choses comme ça. La flèche bleu turquoise que l'on a à droite, là aussi on voit des personnes plutôt riches avec ça peut être des citoyens, peut-être les empereurs également. On pourrait aussi penser que ce sont des divinités. Et enfin, au fond, sur la flèche bleu foncé, donc juste au centre, on voit tout ce qui est le peuple, parce que voilà, le peuple aussi participe aux courses de chars. Et donc là, voilà, ce sont le peuple. Alors, pour revenir sur le déroulement de la course, donc avant chaque course, un défilé a lieu dans le cirque que l'on appelle Pompa Circensis, avec des musiciens, des danseurs, toutes sortes d'artistes qui sont là pour célébrer le départ de la course. Et donc le départ est toujours donné par un magistrat à l'aide d'un outil que l'on appelle la mappa. Donc c'est une sorte de serviette blanche jetée dans le cirque qui annonce le départ. Donc ici on peut voir sur la première photo un magistrat tenant une mappa. Et on voit également un peu mieux sur cette statue d'un magistrat la mappa, qui est un petit drap. Alors, en ce qui concerne l'épreuve, donc une fois que le départ est donné, l'épreuve dure environ 8 à 9 minutes, pendant lesquelles les conducteurs sont lancés à une vitesse moyenne de 35 km/h, et où la moindre chute est du coup fatale. Donc, on peut le voir sur cette photo, voilà, un conducteur qui vient de tomber au sol et qui s'est fait piétiner par le char qui lui est passé dessus. Alors, si le danger est très important pour les conducteurs de chars, il est aussi très important pour ceux qui sont chargés du ravitaillement. Alors, ce n'est pas le ravitaillement au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est en fait, comme on le voit sur la photo suivante, des personnes qui sont tout simplement chargées d'arroser les chars, mais aussi les chevaux,
pour qu'ils aient une meilleure performance. Et c'est donc là que c'est très risqué, puisque les personnes qui font le ravitaillement entrent sur la piste et risquent de se faire piétiner à tout moment. Alors les tours sont comptées grâce à des statues marines en l'honneur du dieu Neptune, qui sont en forme de dauphin et qui s'abaissent à chaque passage des chars. Il y a donc 7 tours qui représentent au total 6 km. Alors précisons qu'il peut y avoir jusqu'à 20 courses par jour, ce qui est quand même énorme, au moment où cet événement est à son apogée. Enfin, avant chaque course, les spectateurs ont recours aux paris sportifs, rapidement condamnés par la loi. Et c'est ce que révèlent certaines fouilles archéologiques actuelles qui ont confirmé la présence de dés sur les ruines de cirques antiques. Et donc les malédictions sont aussi pratiquées avant les courses par des sorciers qui maudissent les conducteurs contre des sommes d'argent. Et donc ces malédictions ont été écrites sur des feuilles de plomb que l'on appelle tablettes d'exécration et que l'on a juste ici à l'image. Alors, nous arrivons dans la deuxième partie de ce podcast et on va étudier le cas du cirque Maximus. Donc, comme je vous ai montré au tout début sur une photo dans la partie 1. Donc, le cirque Maximus, qu'on dit aussi Circus Maximus, est le plus grand et le plus ancien cirque romain. Il est édifié en 599 avant Jésus-Christ. Et donc d'après les sources, il faisait 600 mètres de longueur et 180 mètres de largeur. Et il a pu accueillir jusqu'à 250 000 spectateurs. Donc ici, nous avons une représentation du Circus Maximus. Donc nous allons après voir chaque élément, à quoi correspond chaque élément dans ce cirque. Et donc, bien sûr, à Rome, nous avons encore les vestiges du cirque Maximus. Alors, il y a très peu de vestiges, il y a encore quelques tours, il y a quelques gradins, mais voilà, on peut distinguer le cirque, mais ça a été quasiment entièrement détruit. Donc, comme je vous le disais, le cirque Maximus peut accueillir jusqu'à 250 000 spectateurs, et c'était le cas à l'époque de l'empereur Auguste, qui a d'ailleurs fait ériger une obélisque en son nom en 10 avant Jésus-Christ. Donc vous avez l'obélisque juste ici, que l'on a vu tout à l'heure sur la représentation du Circus Maximus. Et une seconde obélisque a été édifiée en 357 après Jésus-Christ en l'honneur de Constance II, que l'on voit juste ici. Alors, aujourd'hui, ces obélisques ne sont pas sur le site, elles sont ailleurs dans des villes italiennes. Alors, pour revenir sur son évolution, ses premières fondations étaient faites de bois au 6e siècle avant Jésus-Christ, mais régulièrement touché par des incendies. Et il a alors été reconstruit en pierre, selon les sources que l'on a d'après Tite-Live. Et de nombreux édifices lui ont été ajoutés, donc c'était le cas des obélisques. Mais c'est aussi le cas des carcérès, qui sont des stalles de départ pour les participants. Et le but, en fait, c'était de limiter les carambolages au départ de la course et donc de réduire le nombre de pertes humaines. Donc on a à l'image un exemple de carcérès qui est exposé au British Museum à Londres. Alors nous arrivons dans la troisième partie de notre podcast consacrée aux conducteurs, leurs équipements, leurs chars, mais aussi leurs chevaux. Donc c'est une partie importante. Donc les conducteurs portent tous le même nom dans la Rome antique, donc ils s'appellent des auriges. Ce sont donc les conducteurs de chars et c'est le nom qui leur est attribué. Donc à l'image, vous avez un exemple d'aurige, donc nous verrons après ses caractéristiques, sa tenue, etc. Mais là, nous allons nous intéresser au type de char qu'il existe. Donc les chars de 4 chevaux sont appelés quadriges et sont créés environ en 680 avant Jésus-Christ. Donc à l'image, on peut voir un exemple de quadrige, donc avec les 4 chevaux, le conducteur et son char. Et donc en général, les auriges sont des esclaves qui, grâce à leur victoire et l'accumulation de leurs richesses, peuvent s'affranchir de leur patron. Et c'est pour ça que c'est un métier très attractif. Ils deviennent alors libres. Et donc, comme je le disais, c'est ce qui rend la profession prisée par les esclaves. Donc, leur richesse s'explique notamment par le danger que représente leur métier. Donc, on peut le voir sur cette image. Donc,
complètement à droite, il y a un char qui va se faire piétiner par celui de derrière. Donc là, voilà, c'est une image horrible, mais c'est malheureusement ce qui se passait lors des courses de chars. Donc on comprend pourquoi les Auriges sont aussi bien payés, aussi riches, aussi glorieux également. Alors de plus, les Auriges avec le plus d'expérience sont appelés agitateurs. Et outre les quadriges, il existe aussi les triges, donc tirés par 3 chevaux, et les biges, tirés par 2 chevaux. Donc à l'image, nous avons un exemple de bige, donc avec toujours les 2 chevaux, le char et donc le conducteur que l'on appelle aurige. Et on peut préciser que tous les conducteurs de quadrige doivent commencer par conduire d'abord des biges et ensuite des triges pour pouvoir diriger des chars à 4 chevaux. Alors, puisqu'on parle de formation, les jeunes conducteurs sont formés très tôt, et ce sont généralement des hommes esclaves, comme on l'a dit, qui ont à peine 10 ans à leur début. Alors évidemment, l'espoir de tous est de devenir le pilote numéro 1, que l'on appelait primus agitator. Alors, comme nous l'indiquions juste au-dessus, l'espérance de vie de ces hommes en course est très faible. Ils risquent à tout moment de venir s'encastrer dans les murs des enceintes ou même de se faire piétiner par des chars derrière lui lors d'une chute. De plus, leurs équipements sont dérisoires, donc ils ont un simple casque de cuir et un maillot tunique rembourré. Alors sur cette photo-là, on peut voir le casque de cuir et la tunique. Donc là, c'est la statue de l'Aurige de Delphes qui est très 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 connue. Donc là, on peut voir son casque de cuir. Et sur cette autre photo, on peut également voir les maillots tuniques et tous les autres équipements que compose un aurige. Alors en ce qui concerne le char, donc il est fait de bois, principalement d'osier et également de cuir. Et c'est assemblé sans aucun clou et c'est donc très fragile à la moindre collision. Ça peut se démonter. Et donc à l'image, on voit un exemple de char et ça illustre bien ce que je viens de dire, puisque là, on voit bien la matière en osier du char. Et donc, c'est pourquoi, au-delà de leurs équipements, les auriges attachent autour de leur taille les rênes par lesquelles ils sont reliés aux chevaux, puisque c'est leur seul appui. Donc les auriges attachent autour de leur taille les rênes pour être maintenus sur les chars en cas de choc. Donc la statue de l'Aurige de Delphes que l'on vient de voir à l'instant montre bien ces rênes tenues par l'Aurige et accrochées à sa taille. Enfin, les meilleurs chevaux proviennent d'Afrique du Nord, donc la région de Carthage et celle des Maures, qui est actuellement le Maroc, la Tunisie. Enfin, une petite précision à apporter, c'est que le métier d'aurige a tiré tellement dans l'Antiquité qu'il a fallu écrire des lois pour interdire aux citoyens romains eux-mêmes de le devenir, car pour les citoyens romains, être aurige était jugé indigne. Alors maintenant que nous avons consacré une partie aux auriges, nous allons parler d'un cas particulier d'aurige, l'aurige qui s'appelle Gaius Appuleius Dioclès. Donc c'est un des auriges les plus connus et les plus glorieux de l'Antiquité romaine, et on le voit juste ici à l'image, c'est une représentation de Gaius Appuleius Dioclès. Donc il a exercé sous le règne de l'empereur Hadrien, juste à l'écran, et Antonin le Pieux. Voilà. Donc il a exercé au cours du IIe siècle après Jésus-Christ, et d'après ce que l'on sait, sa carrière débuta en 122 alors qu'il avait à peine 18 ans, et se termina en 146 après Jésus-Christ à l'âge de 42 ans. Donc sa carrière a commencé tôt par rapport à un aurige classique, mais elle a également été très tardive. Il a participé dans toute sa carrière à 4257 courses, dont il est le vainqueur de 1462. Il fait donc partie des miliarius, c'est-à-dire ceux qui ont eu plus de 1000 victoires en course de char, mais ce n'est pas celui qui a gagné le plus de courses de char. Donc à l'image, nous avons un aurige vainqueur. Alors ce n'est pas Gaius Appuleius Dioclès, mais c'est une représentation d'un aurige qui vient de gagner une course. Donc bien sûr, il est célébré par le public, mais également par la magistrature, les sénateurs et parfois l'empereur.
Alors, au total, certains historiens, en comparant la monnaie romaine avec celle actuelle, estiment sa richesse à près de 11 milliards d'euros. Donc, grâce à des poètes comme Martial et Juvénal, on sait que l'Aurige était envié par toute la population. Donc, on peut d'ailleurs lire cet extrait du poète Martial, c'est l'épitaphe rédigée par le poète au 1er siècle après Jésus-Christ sur un jeune Aurige du nom de Scorpus, qui est mort à 27 ans pendant une course. Donc, je cite: Je suis ce Scorpus, la gloire du cirque aux mille voix, qui fut ô Rome l'objet des applaudissements et fit un intense tes délices. La parque jalouse, quand elle me ravit, au bout de 3 fois 9 ans, pensa, en comptant mes victoires, que j'étais déjà vieux. La cinquième partie que je vais vous présenter maintenant est une partie sur les factions. Alors je vais vous expliquer ce que c'est une faction. Donc les Auriges sont regroupés au sein de sortes d'équipes qui se défient et que l'on appelle factions. Donc à l'écran, vous avez 4 factions que je vais vous décrire, donc qui sont différenciées par leur couleur portée sur les chars et sur les conducteurs. Alors le bleu est associé à l'aristocratie, donc c'est plutôt les empereurs, les sénateurs. Le vert est associé au peuple. Le blanc et le rouge, donc toutes placées sous la protection d'un dieu. Donc à l'écran, on voit bien donc le bleu en bas à droite, le rouge en haut à droite, le blanc en bas à gauche et le vert en haut à gauche. Alors bien sûr, ces factions suscitent une forte opposition sociale et également une adversité entre les groupes, et ce qui se fait sentir lors de la course, puisque c'est une course extrêmement violente où les spectateurs vont jusqu'à jeter dans l'arène, sur les pistes, des objets dangereux. Les Auriges eux-mêmes se poussent, enfin, il n'y a aucune pitié. Et c'est ce que décrit l'image suivante. Donc une grande férocité qui est présente dans l'arène et surtout dans les derniers tours où tout est permis, bien sûr. Donc chaque faction emploie tout un ensemble de personnel, que ce soit des médecins, des soigneurs, des entraîneurs, des artisans, mais aussi des comptables, des secrétaires, etc. Et tous sont sous l'autorité du dominus. Alors parfois, il arrive que des Auriges changent de faction. On appelle alors cela un transfert avec une somme d'argent très conséquente à la clé, jusqu'à 400 000 sesterces, donc qui est la monnaie dans la Rome antique, alors que le salaire moyen à cette époque était de 5 sesterces par jour. Alors nous arrivons dans la 6e et dernière partie de ce podcast. Donc nous allons voir que les courses de chars sont également un lieu de prestige pour les empereurs. Donc les courses de chars réunissent une grande partie de la population romaine, comme on l'a dit à présent, surtout à la période d'Auguste, y compris les hautes classes, comme je vous ai décrit dans une précédente partie où on voit donc dans l'arène différentes classes sociales qui s'affichent. Et dans la haute société, on peut y voir des sénateurs, des magistrats, mais aussi c'est le moyen et l'occasion pour l'empereur de se montrer, donc lors des courses, et c'est aussi le moyen pour le peuple de voir l'empereur. Donc souvent, les empereurs cherchent à s'allier avec les Auriges pour bien sûr bénéficier d'une part de leurs gains, puisqu'ils suscitent quand même un grand nombre de richesses. Ils peuvent à la fois s'afficher comme proches du peuple, puisque c'est un moyen de voir le peuple, et également de donner une image d'attention envers le peuple, d'écoute envers le peuple. Alors, il y a une histoire qui, malheureusement, n'est pas avérée, enfin, c'est une légende, qui raconte que Néron, donc, qui est l'empereur romain de 54 à 68 après Jésus-Christ, aurait donc concouru aux couleurs du peuple, donc aux couleurs du peuple vert, donc en vert, et son objectif était de montrer son soutien au peuple et gagner en popularité. Alors, le podcast touche à sa fin. Je vais maintenant vous proposer un petit récapitulatif pour revenir sur chaque point que j'ai décrit dans ce podcast. Donc, pour finir, les courses de chars voient leur popularité décliner vers le 5e siècle après Jésus-Christ, quand l'Église qualifie
finalement assez paradoxalement ces événements de pratique païenne. C'est alors le début d'une période nouvelle qui est le Moyen-Âge, qui durera jusqu'au XVe siècle. Cependant, elles sont restées pendant près de 11 siècles des événements fréquentés et développés dans l'Antiquité romaine. Alors, si on avait quelques petites choses à retenir, c'est donc que ces courses de chars font appel à la majeure partie de la population. C'est des événements qui touchent aussi bien le peuple que la haute société, qui mobilisent donc beaucoup de métiers autour de cela, une organisation toute particulière et surtout, bien sûr, une place importante de la religion, qui est aussi donc un événement de divertissement qui a beaucoup plu et qui a eu beaucoup de succès dans l'Antiquité romaine.